dans des hamacs à l'arrière des 2 chevaux. J'ai passé, moi, comme cela, la frontière à l'aller et au retour. Et dans mes couches culottes de bébé, il y avait les diaphragmes et les tubes de crème dont j'ai gardé souvenir. Ça s'appelait, à l'époque, je ne savais pas, Génola, la crème spermicide. Donc, nous, les bébés, on était enrobés de crème. Pour passer la frontière, c'était interdit. Voilà, eux, ils avaient bagarré pour le droit à la contraception et nous, on enchaînait sur le droit à l'interruption de grossesse. Hey, finto! Finta! Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voix, en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. À partir de la ruralité, qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne, au féminisme et à l'enclavement, d'hier jusqu'à aujourd'hui. Et si la journaliste Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-il un de plus ? C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. Après Marie-Thérèse Lacombe, Danielle Puech, Nicole Fage-Galtier, Danielle Dastug, Emmanuelle Gazelle, Sarah Sengla et Josette Hart, qui se sont livrées dans la première saison des pionnières, je vous propose de compléter la collection. Aujourd'hui, avec Ginette Marchive. C'est un sujet que l'on pourrait penser derrière nous, un droit acquis de haute lutte désormais immuable. L'actualité, chaque jour, nous montre le contraire. Le droit à l'avortement pour les femmes est, déjà, loin d'être à la portée légale de toutes les femmes. Il est, dans certains pays, largement remis sur la sellette. Dans d'autres, il a beau être légalisé, il n'en reste pas moins un chemin de croix pour les femmes. C'est le cas en France, et l'Aveyron n'y échappe pas. Parmi les femmes qui ont milité avant même sa légalisation, il y a Ginette Marchive. Jeune étudiante en médecine à l'aube des années 70, elle sera de ces militantes qui ont pratiqué des IVG clandestines. De sa médecine qu'elle dit humaniste, de ses engagements pour ses patientes, de sa voix qui continue à porter, autour de Millau où elle a exercé et aujourd'hui sur le plateau du Larzac, je vous laisse avec notre conversation. Bonjour Ginette. Oui, bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir. On est toutes les deux au cœur du plateau du Larzac, sur la commune de Sainte-Eulalie de Cernon. Qu'est-ce qui représente ce lieu? Où est-ce qu'on est? Alors, il faut déjà préciser qu'on dépend de la commune de Sainte-Eulalie de Cernon, mais Sainte-Eulalie, c'est en bas, dans la vallée, et nous, on est sur le plateau, au-dessus. Donc oui, on est en plein milieu du plateau du Larzac, voilà, dans la zone ouest, un peu au sud de la cavalerie. C'est une zone qui est assez désertique, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et c'est une zone que les Miavois ne connaissent pas énormément. Ils connaissent plutôt le nord, l'est, mais cette zone-là, beaucoup de Miavois, en arrivant, nous disent « Ah, j'y suis pas beaucoup passée ». On est de l'autre côté de l'autoroute, finalement. Oui. Vous êtes née en Loire-Atlantique, Ginette. Qu'est-ce qui vous amène en Aveyron? À quel moment vous arrivez ici? Alors, je suis née en Loire-Atlantique en 1950. J'y ai fait mes études à la faculté de Nantes. J'y ai exercé une grosse dizaine d'années dans la banlieue de Nantes qui s'appelle Saint-Herblain. Et je suis arrivée en Aveyron parce que j'ai perdu là-bas mon compagnon. Donc, la vie a fait que ultérieurement j'ai croisé un joli jeune homme pâtre qui s'appelle Jean-Paul, et que, comme il ne pouvait pas amener son troupeau sur le parking de l'immeuble où je travaillais, il y avait 25 étages, et on ne pouvait pas mettre les brebis sur le bitume. C'est moi qui ai pris mes petites mallettes et qui suis arrivée ici. Donc vous arrivez à la fin des années 70, c'est ça? Non, je suis arrivée beaucoup plus tard. Je suis arrivée en 89. Donc j'avais déjà 39 ans, j'avais déjà 10 années de pratique médicale, mais de ZUP. Voilà, j'étais médecin de ZUP. Qu'est-ce que ça veut dire, de ZUP? Les zones urbaines, c'est-à-dire les populations précaires, dans des immeubles qui avaient été construits dans les années 1970. C'était des immeubles qui avaient comme vocation d'abriter des populations ouvrières, particulièrement les populations maghrébines, avec le rapprochement familial. C'est-à-dire que les hommes
On leur accordait à l'époque, un logement et là, ils pouvaient, faire valoir le droit à faire venir leur famille du bled. Et là, c'est là que moi, en tant que médecin avec ce cabinet qui était au sein de cet immeuble, c'était 25 étages, 900 appartements, entre 3 et 4 000 personnes. Il y avait 4 cages d'ascenseur, c'était comme un métro, ça s'arrêtait tous les 5 étages. Et on faisait nos visites à l'intérieur de ce grand réseau fourmilière, hein, avec donc des populations qui étaient extrêmement mélangées. Et il y avait toutes ces femmes qui arrivaient du bled avec déjà des gamins et qui pouvaient circuler parce que c'était pas sortir que circuler dans les coursives. Donc c'était vraiment quelque chose, une expérience extraordinaire de lien avec ces femmes. Et pour moi, ça a été extrêmement enrichissant. C'était votre choix de commencer votre Oui. exercice de la médecine générale? Ah oui, c'était un choix extrêmement affirmé. Ça correspondait à un mouvement en médecine issu de 68. Hein. Moi, je suis une 68arde. Hein. Et donc, je suis dans les premières générations, pas la première, mais enfin quelques années après, qui ont essayé de mettre en pratique ce que en 68 on avait eu comme élément critique de la médecine pour y appliquer ce que l'on pensait de la santé, de la maladie et des malades, des patients. Donc, on s'était réunis en équipe à l'époque autour de la ville de Nantes. Les cabinets s'étaient fondés entre copains et copines. On encerclait la ville de Nantes avec ces cabinets de jeunes gauchos et on se réunissait beaucoup les uns les autres parce qu'on démarrait une autre pratique de la médecine. Et c'est cela que moi j'ai fait, dans lequel j'ai fondé, forgé mon outil de travail et de pensée. C'est-à-dire, comment vous la définiriez, cette médecine-là que vous pratiquiez alors? C'est à la fois une pratique sociale, c'est une pratique articulée avec les autres travailleurs de l'humain, à savoir les travailleurs sociaux, les autres travailleurs sanitaires, infirmiers, etc. C'est une pratique qui se fonde autour de la prévention et pas simplement du curatif. Curatif étant associé avec les laboratoires pharmaceutiques. Je n'ai jamais reçu de laboratoire pharmaceutique dans mon cabinet médical. C'est une médecine qui est une médecine de l'écoute et non pas du savoir imposé. Donc le sens des flèches il est inversé. Et quand on écoute les gens, on comprend beaucoup plus facilement ce dont ils souffrent. Vous parlez donc de la médecine que vous pratiquiez dans des interviews que j'ai lues comme une médecine humaniste. On retient de vous, maintenant que vous êtes à la retraite depuis 5 ans, que vous avez été aussi une médecin engagée. Mais peut-on ne pas l'être engagé quand on est médecin? Oui, on peut faire du terroir-caisse. On peut appliquer ce que le laboratoire vous dit. Je caricature un peu, mais enfin bon, on peut très bien effectivement avoir une grosse distanciation vis-à-vis de la question humaine derrière la question santé, bien sûr. Et c'est intéressant quand vous dites que vous êtes dans l'écoute et que le savoir médical passe presque en deuxième rideau. Il s'interprète en fonction de l'écoute. D'accord. Il ne s'impose pas en première ligne. Bien sûr qu'il faut avoir un bagage de connaissances. Seulement si c'est pour l'imposer sans avoir écouté, ça ne correspond à pas grand-chose. Comment vous y êtes venu, vous, à la médecine? À quel moment vous vous dites « je serai médecin généraliste » Moi, en dernière année de secondaire, c'est-à-dire en l'année du bac, j'étais en maths LM. J'étais dans un lycée assez bourgeois de la ville de Nantes, ce que je n'avais jamais fait jusque-là, parce que j'étais dans un établissement beaucoup plus modéré et sympathique. Et la dernière année, il fallait passer par là. Je voyais autour de moi les filles qui disaient « moi je vais en prépa, je vais en ceci, je vais en cela ». Moi j'étais un peu paumée et j'ai imaginé que non, moi j'étais plutôt dans l'humain, dans le secours aux autres. C'était quelque chose de plutôt chrétien, même si moi j'étais athée et je suis athée, voilà.
Mais j'étais issue d'un milieu militant. Mes parents étaient très militants, très, très militants. D'ailleurs, mon papa, à qui j'ai dit je voudrais faire médecine, il m'a regardé bien droit dans les yeux. Il m'a dit tu veux ouvrir la porte de la salle d'attente du mari médecin que tu auras donc épousé? Et là, j'ai dit non, je veux être médecin. Mais le renvoi a été immédiat et sévère. Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents? Ils étaient dans l'enseignement. Voilà. Ils étaient issus, eux, des jeunes qui ont fait la guerre, mais très, 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 très jeunes. Ils étaient entre 17 et 20 ans au moment de la guerre 39-40, avec des engagements de tout jeunes, qui d'ailleurs ont donné des histoires assez dramatiques. Donc, eux, ils avaient eu envie de redéfinir le monde d'après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait partie de cette génération. Et puis, ils se sont brisés les ailes sur deux choses. Ils se sont brisés les ailes sur le goulag et puis sur la guerre d'Algérie. Et ça, pour moi, ce sont des souvenirs très initiatiques de ma pensée. Mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait avoir un recul critique tout le temps. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis alors de leur militantisme? La critique. Le refus de l'adhésion aveugle, le refus de l'embrigadement. Voilà, ça oui. La pensée autonome. Ouais. Est-ce que vous avez toujours été d'accord avec eux? Globalement, oui, mais avec la distanciation des générations. Mais globalement, oui, je pense qu'on fait partie d'une famille de pensée qui est, oui. Après, c'était mes parents. J'ai toujours dit qu'ils m'avaient donné une éducation laïque, mais laïque et obligatoire. Je veux dire qu'il y avait autant de morale que si on avait été chez les cathos. Hein. Vraiment. Voilà, on était priés de filer droit, de réussir les études, voilà, de savoir s'arranger avec tout cela, de garder notre autonomie de pensée, mais de tenir compte du fait que, ben voilà, il fallait avoir son bac, il fallait faire ses études, etc. Après la première réaction de votre papa quand vous lui dites que vous serez médecin, est-ce qu'ils vous ont soutenu par la suite? Bah oui, mais après, ça a été la première année, c'était 68. Alors, première année de fac, c'était 68. C'était plutôt une initiation assez joyeuse. Et mon papa, il a fait 68 aussi. Il était dans les manifs. Donc, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui. Donc, vous, en 68, vous avez 18 ans? Oui. Et quand vous dites, vous vous définissez encore aujourd'hui comme une 68arde, qu'est-ce que ça veut dire de vous, alors? Ça veut dire, c'est la pensée critique. C'est le refus de l'individualisme, c'est la pensée collective, c'est l'intérêt général. Qu'est-ce que vous en avez retenu de 68? Enfin, qu'est-ce qu'il en reste là concrètement aujourd'hui? Alors 68, c'était certainement pas en 68 la grande ouverture de la pensée et de la libération de la femme. Hein, ça s'est fait après. Les vieux 68 heures étaient des machos comme les autres, hein, franchement. Bon. Après, oui, les femmes se sont emparées de cette liberté de pensée. Et là, il y a eu le mouvement féministe. Il y a eu le mouvement de droit des femmes. Voilà, là, j'y ai participé. Voilà. J'étais en fac de médecine. J'ai fait les interruptions de grossesse illégales dans les appartements de certaines de ces femmes, avec les équipes de Choisir, du MLF. Voilà, oui, j'ai participé à cela. On aurait eu une dénonciation, j'aurais jamais pu terminer mes études. Mais oui, je me suis engagée très, très profondément dans cette histoire-là. Et donc, si on arrive justement à cette lutte pour le droit à l'avortement, dont vous avez été actrice, vous venez de le dire, vous pratiquiez des interruptions volontaires de grossesse illégales. Tout à fait. Pourquoi? Parce que j'étais une femme. Et que ça ne faisait aucun doute. Mes parents, pour revenir à eux, avaient eu cette intelligence, même s'ils étaient un peu coincés eux-mêmes. Ils nous avaient dit, parce qu'on était 4 filles dans la fratrie, eh bien, vous allez au planning familial, dont ils avaient été, eux, membres fondateurs. Hein. D'accord. Voilà. Mes parents sont allés à Genève quand ils étaient jeunes et ils étaient issus
à parier en couple des écoles normales de la ville de Nantes et il y avait une d'entre eux qui était partie sur Genève qui leur avait dit venez les filles, il y a un médecin de Genève qui fait un truc, ça s'appelle le diaphragme, mais faut venir pour que vous soyez mesurés parce que le diaphragme il y a des tailles et les voilà tous partis couple par couple dans des 2 chevaux et nous qui étions déjà nés, et ça commençait à accumuler là, les bébés, dans des hamacs à l'arrière des 2 chevaux. J'ai passé, moi, comme cela, la frontière à l'aller, et au retour, et dans mes couches culottes de bébé, il y avait les diaphragmes et les tubes de crème dont j'ai gardé souvenir, ça s'appelait, à l'époque je ne savais pas, Génola, la crème spermicide. Donc, nous les bébés, on était enrobés de crème pour passer la frontière, c'était interdit. Donc les mules. Voilà, nous étions les mules Génola. Voilà, mes parents donc nous ont dit allez, quand on a été jeune fille, allez au planning familial. Donc c'était la suite. Voilà, eux ils avaient bagarré pour le droit à la contraception et nous, on enchaînait sur le droit à l'interruption de grossesse. Si on raconte cette histoire aujourd'hui, là, avec le recul qu'on a, Oui. C'est d'autant plus admirable et on est tous d'accord avec ce que vous avez fait, il me semble. Mais si on se replace dans ce contexte-là, moi, c'est ça qui m'intéresse. À quel moment vous prenez conscience que, concrètement, vous vous placez dans l'illégalité, mais que la cause dépasse le risque? Mais c'est immédiat, c'est en même temps. Ouais. J'ai souvenir en 68, alors c'est en 68, le mouvement étudiant, on avait pris, on nous avait plus ou moins donné à disposition une des salles des locaux du Crous. Et je me souviens d'une fille qui s'appelait Gwenola, qui est un prénom breton, hein, qui était une sacrée fille et qui était en train d'ouvrir toutes les portes des placards de ce local. Et tout d'un coup, elle pousse un cri, les filles, je suis tombée sur le stock des pilules. Et voilà, toutes les nanas se ruaient pour prendre les pilules, parce que pour avoir des pilules à l'époque, c'était un chemin extrêmement policier. Quand on allait dans les pharmacies, d'abord, fallait avoir l'ordonnance, mais ça, ok. Mais après, les pharmaciens tenaient un registre comme ça a pu se faire pour les stupéfiants. Et on montrait nos cartes d'identité et tout cela était écrit dans ce grand registre noir, comme s'ils nous avaient délivré de la morphine. C'était incroyable. Donc là, distribution libre du stock du Crous. Ça n'a pas duré très très longtemps parce que je vais pas avoir un stock très grand, mais c'était le cri de la libération. C'est ça que j'en ai retenu. Donc c'est certain que quand quelques années plus tard, ce mouvement des femmes a construit le MLAC, choisir la cause des femmes, c'est l'autre mouvement qui existait, c'était clair et évident. Il fallait y aller. En plus, les histoires d'avortement, moi j'en ai connu des filles qui ont failli crever. Il y avait des histoires sombres. Je me souviens d'un mec qui circulait dans les cités universitaires de filles qui était... C'était un personnage trouble qui faisait les interruptions de grossesse avec des sondes qu'il mouillait directement dans l'eau des lavabos. C'était sordide. Et les femmes, elles ont fait des ennuis épouvantables, frisé la septicémie, etc. J'en ai connu concrètement, donc ça, c'était pas acceptable. Donc, c'était vraiment la volonté de dire que en commençant vos études de médecine, Oui. en ayant ce savoir médical, Ouais. qu'il fallait à tout prix le mettre à disposition de la sécurité de la vie des femmes? Ah bah oui. Mm. Ah bah oui. Ah oui, c'était limpide. C'était absolument limpide, absolument. Mais c'était pas limpide pour tout le monde. Moi, dans les promotions d'étudiants en médecine dans lesquelles j'étais connue comme le loup blanc et j'étais détestée. Il m'appelait la bonne sœur rouge, il menaçait de me casser la figure. Ça, c'était voilà, la ville de Nantes, du point de vue de sa bourgeoisie, n'était pas particulièrement illuminée. Le service de gynécologie obstétrique de l'hôpital était tenu par un des fondateurs de Laissez-les vivre. C'était quand même assez costaud, hein, comme ambiance générale. Donc, c'est vrai que ça dénotait. Et est-ce que vous arriviez à en parler assez librement, à voix haute, dans les amphithéâtres, dans les couloirs Non. de la fac?
Ah non, ah mais non, mais Mais ouais. on était sous le coup de la loi. Par exemple, il n'était pas possible de dire qu'on faisait des IVG, sinon on allait en tôle carrément. Sans dire ça, mais au moins de Oui. parler de vos convictions et Bon, on d'une faisait des lutte. campagnes d'affichage. On avait créé un petit truc, un truc qui s'appelait le comité de lutte médecine. Tout le monde savait que c'était nous. Mais donc, on pouvait faire des affiches qu'on collait dans la fac. Oui, on faisait l'animation de tous ceux qui ont vécu cette période-là, oui. Et comment les femmes venaient à vous? Comment ça s'est organisé vraiment, le Ah, réseau d'aide? c'était au-delà des étudiants en médecine. Il y avait un réseau qui avait un siège de permanence, c'était dans une librairie, et les femmes, le tam-tam, le téléphone arabe fonctionnait très, très, très vite. On a vu arriver les femmes très, très rapidement, toutes dans cette librairie, alors que, bon, comment est-ce qu'elles avaient appris cet endroit et tout? Ben, en se le disant, hein, ça correspondait à un besoin cruel, vital, crucial. Donc elles venaient. Et nous, bah, on était là, donc il y avait toute une organisation. Il y avait des étudiants en médecine plus âgés que nous, plus proches, donc qui avaient une formation meilleure. Donc, enfin, on était organisés. Hein. Et donc, après, ça, c'était dans les appartements de ces femmes-là que vous Ah alliez? oui, bah, on n'avait pas de salle d'opération. Et oui, c'est ça. Et c'était la grande période où les canules d'aspiration ont été utilisées. C'était ça la nouveauté technologique, c'était la canule d'aspiration. Ce n'était plus le curetage dans salle d'opération sous les injures de membres Du corps médical? du corps médical. Ah oui, oui. Oui, oui, les femmes, elles se faisaient injurier quand elles arrivaient en triste état dans les services d'urgence, dans les services de gynéco-maternité. Elles se faisaient injurier. Ah oui, c'était... Les hôpitaux, à l'époque, étaient encore imprégnés de la mentalité catholique. C'était pas si ancien qu'il y ait eu des bonnes sœurs dans les services. Moi, j'en ai connu, donc non. Donc, il y avait... c'était raide, hein. Et donc, ça, on est dans les années, donc entre 68, où vous commencez votre cursus de médecine, et 75, j'imagine, Oui. qui ouvre la légalisation de l'avortement en France. Oui, 74. 74 et effectif, je pense, tout début 75. Après, hein. ouais. Donc, avec Simone Veil qui a porté ce combat, notamment au Parlement. Et une fois que la légalisation est votée, j'imagine qu'il n'y a pas une balance du jour au lendemain où l'avortement est complètement assumé par les femmes qui doivent y avoir recours. Eh ben, Comment c'est ça se simple. passe? Tous les copains qui étaient dans les fameux cabinets dont je parlais tout à l'heure, ils étaient dans le même mouvement que moi. Et le centre d'interruption de grossesse et de planification a été créé dans l'hôpital de la ville. Et comme les gynécos ne voulaient pas y aller, c'est nous qui sommes allés. C'est-à-dire D'accord. que c'est nous qui avons fait les IVG légales dans le centre qui a été créé. Oui, parce qu'il y avait encore la résistance morale existait forcément Le toujours. chef de la gynéco-maternité était un membre fondateur de Laissez-les vivre. Et donc, quand vous arrivez à Millau, donc 15 ans après, la légalisation de l'avortement, est-ce que vous vivez un contexte différent en ruralité, en tant que médecin, par rapport à l'accès des femmes à l'avortement ou pas? Est-ce qu'il y a eu un décalage entre ville et campagne sur ce sujet-là? Sur ce sujet-là, non, c'est à peu près la même chose. Hein, c'est à peu près la même. Mais moi, je dirais que le médecin gynéco qui a beaucoup œuvré pour l'interruption de grossesse sur la ville, Brigitte Méjeanne, moi, je lui tire mon chapeau parce qu'elle a maintenu l'accès à l'interruption de grossesse pour les femmes, alors que l'ambiance de la gynécologie au niveau national n'était pas... Il y a eu, dans les dernières années de ma pratique sur Millau, il y a eu la possibilité de faire les interruptions de grossesse médicamenteuses. Donc, j'ai été une des premières à le faire aussi. Et vous disiez justement, donc vous êtes partie à la retraite au tout début de l'année... Fin 2017. Fin 2017 ? Ouais. Et à ce moment-là, dans des interviews encore que j'ai pu lire de vous, vous vous inquiétiez de l'accès à l'avortement. Oui. Pourquoi ? Parce que là, quand je parle de Brigitte Méjeanne, c'est le centre de planification. Mais après, il fallait... elle n'était pas chirurgien. Donc, s'il y avait des interruptions qu'il fallait faire en aspiration, elle ne pouvait pas le faire. Il fallait passer par les gynécos de l'hôpital. Et on retombait sur le même problème. Il y avait encore des résistances. Oui, il y avait ceux qui ne voulaient pas. Il y avait... Bon. Donc, 40 ans après. Oui, mais c'est, par exemple, avec toute l'amitié que j'ai pour le service de gynéco-maternité de Saint-Afrique,
Et bien, pour faire une interruption de grossesse dans cette unité-là, ça bloque. Donc ça veut dire que les femmes étaient obligées d'aller où? Il faut qu'elles trouvent autre chose. Faut qu'elles passent par le planning familial qui les dirige ailleurs. Mhm. Oui. Donc la lutte est continue. Bien sûr, elle est continue, bien sûr. Et on l'a Et vu ça a tristement en juin, reculé ça, quand la Cour bien suprême sûr. a révoqué Ouais, oui, bien sûr. le droit à Oui, l'avortement. oui. Comment vous Oui. avez réagi ce jour-là, vous vous souvenez? Bon, ben, je suis pas très étonnée parce que bon, c'est la suite du mandat de Trump. C'est les vieux fonds réactionnaires des États-Unis. Ils sont quand même très cathos, hein. Faut là-bas pour se dire athée, faut dire vite. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui est pas du tout libertaire comme on peut le concevoir, pas forcément le vivre, mais le concevoir en Europe. C'est un autre continent. Ils sont pas sortis de l'auberge. Nous non plus, hein, mais eux, bon, il y a toute la question religieuse. L'État n'est pas très. Enfin bon, ils jurent sur la Bible quand ils sont présidents, quand même. Hein. Hmm. Ça en dit long. Et en France, est-ce que vous craignez une remise en cause légale de l'accès à l'avortement, du droit à l'avortement? Je pense que ça serait assez difficile qu'il y ait une remise en cause légale. Par contre, de saboter tous les moyens, oui, et ça on le voit. Oui, oui. Là, on le voit. Bon, oui, puisque les centres d'interruption de grossesse se ferment sur la région parisienne pour pouvoir avoir accès à une interruption de grossesse. Les centres ferment faute de moyens. Enfin, et vu l'état des hôpitaux, vous imaginez bien que les centres d'interruption de grossesse, c'est pas eux qui sont en première ligne pour les crédits. Donc ça, vous appelez à une vigilance Ah ben accrue, oui. accrue? Ah ben oui, Ouais. oui, oui, oui. Vous êtes toujours en lien avec les élèves de médecine avec qui vous avez commencé à Nantes, qui ont fait partie de vos Oui. petits groupes Mes copains, oui. de réflexion? Oui, Ouais. ils passent ici. Ils passent ici. Oui, Ouais. oui. Il y a une autoroute Nantes-Ben Gouzal que beaucoup de copains ont emprunté. Ils passent l'été, ils reviennent l'hiver. Oui, 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 oui. Ils sont retraités également? Oui, ils arrivent tous à la retraite. Et il vous arrive de phosphorer ensemble, j'imagine, sur l'état de la médecine actuelle? Oui, quand on se rencontre, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bon, on a un avis qui est très similaire. Hein. Oui. Et là, il y a une nouvelle génération Oui. de médecins généralistes qui vous donnent espoir ou pas? Certainement, oui, avec quand même une remarque, mais c'est pas forcément une critique. Hein. C'est que ils ont tous une exigence, c'est de ne pas être bouffés par le boulot. Mm. Donc c'est attention, moi le dimanche non. Les nuits de garde bouffe une demi-journée parce que je veux avoir des mômes, etc., etc. Quota horaire journalier, attention, pas plus que c'est une revendication de la qualité et des conditions de leur travail. Mais elle est logique. Mm. C'est vrai que moi, j'ai travaillé très, très lourd, très, très, très fortement. Mais ça m'a passionné. Je ne vais pas dire que je le regrette, mais je l'ai payé. Mm. Je l'ai payé. J'ai fait un pet de santé à la fin. Donc, oui, mais ça m'a passionné. Ça a été ma vie, hein. Oui. Et elle ressemble à quoi votre vie de retraité aujourd'hui? Ah, ben j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, donc j'ai fait un infarctus, donc voilà, c'est gagné. Donc il m'a fallu beaucoup de temps avant de me remettre de ce pépin. Là, j'ai eu beaucoup de mal à redescendre sur la ville parce que justement, c'était trop lourd pour moi de recroiser tous ces gens avec qui j'avais des liens si forts, hein, établis au cours des années de pratique. Je voudrais peut-être, Ginette, vous faire revenir sur une question liée à la médecine. Quand vous partez de Nantes, donc vos premières années au contact de femmes, de beaucoup de femmes étrangères pour la plupart dans cette cité, Ouais. jusqu'à Millau, Ouais. des patients complètement différents, j'imagine? Non, d'accord. Non. Alors, qui étaient vos patients quand vous arrivez à Millau? Des femmes maghrébines. C'est vrai? C'est là que j'ai compris qu'on a la clientèle à son image à soi. Ouais. Ouais. Parce que les gens réagissent à l'offre que l'on fait.
Et moi, j'avais une offre qui était une offre de l'écoute, de la chaleur humaine. Bon, en plus, j'aime beaucoup le Maghreb, j'aime beaucoup les populations maghrébines. Donc, ça se sentait très certainement. Et donc, je me souviens d'une fois, la salle d'attente, il n'y avait que des Maghrébins et Africains. Et j'arrive, et je les regarde tous, je m'assois au milieu et je leur dis, ils sont où les Blancs? Et je me souviens de toute la salle écroulée de rire, parce que c'est vrai que ma salle d'attente, elle était très colorée, très, très colorée. Bon, après, il y a eu la question de la toxicomanie. Avec la prise en charge des toxicomanes, on a donc à quelques-unes, 2 médecins, Chantal Sicard et moi, plus des assistantes sociales, enfin 2 filles de l'hôpital de Millau. On a créé le réseau de prise en charge de la toxicomanie sur Millau. Donc, Parce que vous aviez identifié qu'il y avait cette problématique-là particulièrement. il n'y en avait pas plus ni moins qu'ailleurs. Il y en a, oui. Et qu'il n'y avait pas de prise en charge. Millau, c'est une ville de toxico-moyens. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. C'est pareil. Il y a l'héroïne, il y a tous les produits comme ailleurs. Non, ce qui s'est passé en 95, c'est qu'il y a eu la possibilité pour les médecins de prescrire les traitements de substitution, le Subutex. D'accord. Pas encore la méthadone, le Subutex, et qu'il fallait bien s'y mettre. Donc, on s'y est mise. Mais on était les 2 premières, mais on était très, très mal vécus par le milieu médical. Hein. Moi, j'ai été traitée de médecin dealer par des confrères. Hein. Allez voir m'archive, moi, je ne suis pas un dealer. À l'époque, on a divisé par 10 le nombre d'overdoses mortelles. Donc là, dans ces années 95 et suite. Oui, divisé par 10. C'est-à-dire s'il y avait 100 overdoses mortelles, après, il n'y en avait plus que 10. Vous avez été engagé aussi sur les violences faites aux femmes, beaucoup. Oui, bien sûr, oui. Comment vous êtes arrivé sur ce sujet-là aussi, sur ce terrain-là? Parce qu'on les voyait. En tant que médecin, on les voit. Mm. Et quand soit ils nous le disent, soit on le sait, on le comprend. Sur tous ces sujets, donc les violences conjugales ou faites aux femmes, la toxicomanie, l'avortement, est-ce qu'il y a des particularités rurales? Est-ce que vous avez touché du doigt une particularité? Moi, je pense que, par exemple, je ne sais pas si on peut dire que Millau, c'est rural, mais je disais que c'est une ville de toxico-moyens. On a exactement la même distribution que dans les villes plus grandes. Après, il y aura peut-être moins de phénomènes de concentration, mais encore que, moi, les endroits de deal, etc., moi, je les connaissais sur la ville de Millau, c'est pareil. Après, les violences faites aux femmes, tout le monde sait très bien que c'est distribué de façon à peu près homogène sur toutes les couches sociales, intellectuelles. Là, on peut taper avec un bac plus 10. Hein. Mais dans l'accès justement à l'aide que peut venir chercher une femme, est-ce qu'en ruralité, c'est plus difficile qu'ailleurs? Alors, pour les femmes qui habitent de façon un peu isolée, oui, bien sûr, ça va être plus difficile. Oui. Tout ce qui sont les problématiques qui vont être un petit peu psychologiques ou psychiatriques, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Parce que l'éloignement fait que on ne peut pas trop discuter. Est-ce qu'on a vraiment une copine voisine dans les fermes? Pas trop. C'est vrai que c'est plus difficile. Merci beaucoup. Ouais. J'ai une dernière question qui est rituelle dans le podcast. C'est en quoi est-ce que vous croyez? Sûrement pas en Dieu. En l'humain. Peut-être en l'humain, avec en ce moment des choses terriblement douloureuses au niveau mondial. Mais c'est quand même l'humain qui va s'en sortir. Donc en l'humain, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de la saison 3 de Finta. J'espère qu'il vous a plu et que cette conversation avec Ginette Marchive ouvre votre champ des possibles comme il a ouvert le mien. Vous pouvez prolonger le plaisir en découvrant ou en redécouvrant les femmes pionnières de la première saison sur www.fintapodcast.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Il suffit de remonter un tout petit peu le temps.
Finta est un podcast écrit, réalisé et produit par moi-même, Lola Cross. Il est mixé par Mathieu Viguier du studio Cued. Si vous appréciez Finta et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. Vous pouvez suivre toute son actualité sur www.fintapodcast.fr, sur les réseaux sociaux avec finta.lepodcast et aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes directement dans votre boîte mail. À très bientôt.